Bonjour à tous, pour ce deuxième podcast, je vais vraiment rentrer en détail dans ma prémisse, c'est-à-dire le point de départ de ma théorie, le point de départ de mon raisonnement, autrement dit la finalité éthique, et on pourrait aussi dire du coup la définition que je prends de l'intérêt général. Du coup c'est vraiment une vidéo très importante parce que s'il y a des fautes, des incohérences, des erreurs dans les justifications qui m'ont amené à partir de cette prémisse, eh bien toute ma théorie s'écroule. Parce qu'en fait, tout mon raisonnement découle logiquement de la prémisse. Donc s'il y a une faute dans la prémisse, ça veut dire que tout le raisonnement qui s'ensuit est lui-même faux. Du coup, n'hésitez vraiment pas à porter des critiques. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis et de éventuellement déceler les erreurs dans mon raisonnement. Je vais rentrer d'emblée dans la définition, et c'est simplement ensuite que je vais la justifier. Donc je vais vous donner ma définition de l'intérêt général, et ensuite je vous expliquerai pourquoi je pense que cette définition de l'intérêt général, elle est juste. Selon moi, l'intérêt général, c'est la maximisation de la plus-value moyenne sur de multiples générations. Quand je dis plus-value moyenne, c'est en fait le bien-être moyen net, c'est-à-dire le bien-être moyen après avoir enlevé la peine, la souffrance, la difficulté qui a pu être nécessaire pour créer le bien-être. En gros, la plus-value moyenne, c'est le surplus de bien-être que la société crée, que la société apporte aux individus. Donc je le répète, selon moi, la définition de l'intérêt général, c'est-à-dire ce sur quoi porte l'intérêt général, c'est la maximisation de la plus-value moyenne sur de multiples générations. On pourrait dire plus simplement, c'est la maximisation pérenne ou durable ou à long terme de la plus-value moyenne. Encore une fois, la plus-value, c'est le surplus de bien-être qui est créé par la société. Et pour bien vous faire comprendre cette distinction que je fais entre plus-value et bien-être, je vais vous donner un exemple très simple. Chacun d'entre nous, en tout cas pour ceux qui travaillent, on a un salaire, et ce revenu nous apporte un certain bien-être, mais ce qui compte réellement pour nous, c'est pas notre salaire, ce qui compte, c'est la différence entre notre salaire et la pénibilité que nous a coûté l'acquisition de ce salaire. En gros, ce qui intéresse un individu lorsqu'il travaille, c'est l'écart entre le revenu qu'il peut obtenir de son travail et la peine que lui a coûté ce travail. En gros, si on résume, ce que recherche un individu dans son métier, c'est notamment l'écart entre le revenu qu'il touche et la pénibilité, la peine qui a été nécessaire pour acquérir ce revenu. Donc c'est pour ça que c'est important de distinguer le bien-être, qui peut souvent être proche du revenu qu'on obtient de quelque chose en économie, et la plus-value, le bénéfice, c'est-à-dire le bien-être net que l'on reçoit à la suite d'une activité. C'est-à-dire prendre en compte ce que l'on obtient, la récompense, mais aussi ce que nous a coûté cette récompense. Et maintenant, il faut que je vous justifie, que je vous démontre pourquoi j'ai choisi cette définition, c'est-à-dire pourquoi je considère que cette définition, elle est juste, et pourquoi je considère qu'il n'y en a pas d'autre. Mais encore une fois, j'insiste, je suis vraiment ouvert à la contradiction, donc si on me démontre que mon raisonnement est faux, je suis tout à fait prêt à le reconnaître. En philosophie politique, les intellectuels se sont vraiment penchés sur cette question, sur la question de comment on fait pour savoir ce qu'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est un concept qui est relativement facile à définir de prime abord, mais si on rentre dans les détails, il est très vite difficile de le définir précisément. Dans le langage courant, quand on parle d'intérêt général, tout le monde sait à peu près à quoi on fait référence. On fait référence à un principe normatif qui surplombe les intérêts privés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut discuter de politique. Quand vous discutez de politique, vous faites forcément abstraction de vos intérêts privés. Parce que si deux individus discutent ensemble et que chacun défend ses propres intérêts, la discussion est très stérile et elle ne permet pas une véritable discussion, une véritable argumentation. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que l'intérêt de l'individu ne compte pas dans l'intérêt général. Parce que chaque individu est d'une certaine manière une petite partie de l'intérêt général. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on réfléchit sur la notion d'intérêt général, il faut forcément faire un effort, une expérience de pensée,
qui consiste à faire abstraction de ses particularités, de ses préférences, de ses émotions, de ses a priori, etc. Et cette expérience de pensée, elle a un nom, elle s'appelle le voile d'ignorance. C'est un concept qui a été théorisé par John Rawls dans les années 70, et à mon sens, c'est vraiment une expérience de pensée qui est extrêmement utile et même indispensable pour essayer de comprendre ce sur quoi porte l'intérêt général. Et en fait, ce que nous dit Rawls, c'est que pour penser l'intérêt général, il faut se placer sous un voile d'ignorance, il faut s'imaginer comme si on était avant la loterie de la naissance, et comme si on ne savait pas dans quel corps nous allions nous incarner. Et de cette manière, cela nous permettrait de faire abstraction de nos intérêts privés pour penser l'intérêt général, justement. Si on s'imagine avant la loterie de la naissance, on ne sait pas si on sera un homme ou une femme, on ne sait pas si on sera valide ou handicapé, on ne sait pas si on sera français ou étranger, on ne sait pas si on sera blanc, noir ou métis, etc. Et donc cette expérience de pensée, elle a pour finalité de nous pousser à être le plus objectif possible et avoir un raisonnement qui porte non pas sur sa petite personne, mais sur ce qu'on appelle l'intérêt général. Et John Rawls, il a bien détaillé le fonctionnement concret de ce voile d'ignorance. Ce voile d'ignorance, il amène en fait à deux types d'ignorance, normalement. Il amène d'une part à l'ignorance de son corps d'incarnation. On ne sait pas dans quel corps nous allons nous incarner, comme je viens de l'expliquer, mais il amène aussi à l'ignorance de son époque d'incarnation. On ne sait pas dans quelle génération on va s'incarner, c'est-à-dire qu'on pourrait s'incarner dans un individu en 2025, mais on pourrait aussi s'incarner dans un individu en 2035, en 2065 ou en 2525. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, dans le concept du voile d'ignorance, Rawls, il avait prévu dans son ouvrage qu'il y ait une véritable ignorance de son époque d'incarnation. Autrement dit, pour arriver à des conclusions sur la définition de l'intérêt général, c'est-à-dire sur ce que l'on devrait faire au niveau de la société, et bien selon lui, il faudrait forcément ignorer son corps d'incarnation, son époque d'incarnation, ça serait les conditions de l'objectivité. C'est des conditions nécessaires pour que ce qu'on dise de l'intérêt général ne soit pas l'expression de nos volontés individuelles particulières, mais l'expression de préférences individuelles objectives. Et donc la définition de l'intérêt général que je vous ai donnée au début de la vidéo, je rappelle la maximisation de la plus-value moyenne sur de multiples générations, elle est selon moi la seule déduction logique du voile d'ignorance tel que je viens de l'expliquer. C'est-à-dire que selon moi, si nous étions un individu sous voile d'ignorance, c'est-à-dire un individu qui ignore non seulement son corps d'incarnation, mais aussi son époque d'incarnation, eh bien nous rechercherions forcément la maximisation de la plus-value moyenne sur de multiples générations. Autrement dit, on chercherait à maximiser le bien-être net moyen des individus. Et je précise bien, c'est des individus qui sont nés ou qui ne sont pas encore nés. C'est-à-dire qu'on est aussi sur les générations futures. Pourquoi cela serait selon moi la seule déduction logique ? Eh bien en fait c'est très simple. Un individu, il a forcément des préférences égoïstes, c'est-à-dire que tous les individus recherchent leur propre bien-être. Ça ne veut pas dire qu'ils recherchent le mal-être des autres ou alors qu'ils ne peuvent pas être altruistes. On peut très bien prendre du plaisir à aider autrui et même à s'épanouir dans l'aide à autrui. Mais en tout cas, tous les individus sont égoïstes, même s'ils peuvent aussi être altruistes. Bref, en tout cas, tous les individus recherchent leur bien-être. Donc du coup, un individu qui ignorerait son corps d'incarnation, il va nécessairement se détacher de son bien-être personnel et il va s'intéresser à un bien-être plus global, et en l'occurrence, ce bien-être plus global, c'est le bien-être net moyen. Et puisqu'il ignore également son époque d'incarnation, il ne va pas s'intéresser au bien-être net moyen, c'est-à-dire à la plus-value moyenne, au surplus de bien-être créé par la société, seulement pour une génération, pour la génération actuelle, mais il va aussi s'intéresser au bien-être moyen qui va être généré sur de multiples années, même sur de multiples siècles. Donc c'est pour ça que je dis que l'intérêt général,
si on se place sous l'expérience de pensée du voile d'ignorance tel que décrit par Rawls, c'est-à-dire ignorance de son époque d'incarnation et ignorance de son corps d'incarnation, on arrive forcément à rechercher, à préférer une société qui maximiserait la plus-value moyenne à long terme. Si vous voyez une erreur dans mon raisonnement, si ça vous semble pas logique de déduire ça, n'hésitez pas à me dire et à essayer de m'expliquer pourquoi vous ne seriez pas d'accord avec cette déduction logique. En tout cas, là, je vais essayer de vous parler des alternatives, parce que ce que je propose, c'est pas forcément les avis qui ont été émis par les différents philosophes. Par exemple, Rawls n'a pas la conclusion que je propose. De la même manière, les penseurs libéraux n'ont pas la même conclusion que moi. Et les penseurs utilitaristes classiques n'ont pas non plus cette conclusion. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, les alternatives qui sont proposées actuellement, donc l'éthique que propose Rawls, l'éthique libérale et l'éthique utilitariste classique, ne sont, selon moi, pas cohérentes, pas logiques, si on se place sous voile d'ignorance. Je vais commencer par la proposition de John Rawls, puisque c'est lui qui a proposé en premier l'expérience de pensée du voile d'ignorance, mais il arrive à une conclusion qui est particulière et qui, selon moi, n'est pas logique. John Rawls, lui, il dit que sous le voile d'ignorance, on serait forcément amené à non pas privilégier le bien-être net moyen ou la plus-value moyenne comme moi je le préconise, mais on serait amené, selon lui, à privilégier la plus-value des plus démunis, c'est-à-dire le bien-être net des plus faibles de la société. Très concrètement, pour bien comprendre ce qu'il dit, Rawls, on peut parler des mesures politiques qu'il préconise. Concrètement, les mesures politiques qui découleraient de la définition que Rawls fait de l'intérêt général, ça serait des mesures du type RSA, c'est-à-dire revenu minimum ou revenu universel d'ailleurs. En tout cas, ça serait faire en sorte que personne dans la société ne se retrouve vraiment dans une situation de pauvreté extrême. Et pour ce faire, il faudrait soit mettre en place un revenu universel, soit mettre en place, comme c'est le cas à l'heure actuelle, un revenu de solidarité active, en tout cas un revenu pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'activité. En gros, pour le dire autrement, ce que Rawls y dit, c'est qu'il faudrait donner un maximum à ceux qui ont le minimum. En fait, Rawls il justifie cette conclusion éthique en disant que sous voile d'ignorance, on serait forcément enclin à minimiser le risque de se retrouver dans une situation où on s'incarnerait dans une personne qui serait en grande difficulté économique. Et donc du coup, selon lui, on chercherait à minimiser ce risque. Et concrètement, minimiser ce risque, ça serait chercher à donner un maximum à ces personnes-là, aux personnes les plus précaires. Et a priori, le raisonnement de Rawls, il n'est pas totalement faux, dans le sens où, effectivement, si on ignore son corps d'incarnation, eh bien il peut sembler logique de minimiser la probabilité de s'incarner dans un individu qui serait très malheureux, très en difficulté dans la société. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi je conteste la logique de ce raisonnement. Comme je vous l'ai dit, le voile d'ignorance, tel que Rawls l'avait théorisé, ce n'est pas uniquement ignorer son corps d'incarnation, c'est aussi ignorer son époque d'incarnation. C'est-à-dire que potentiellement, on peut s'incarner dans un corps dans un siècle, dans un millénaire ou dans 10 ans, mais en tout cas, on ne sait pas dans quelle époque on va s'incarner. Et selon moi, de préconiser la maximisation du bien-être, de la situation des plus démunis via des mesures, par exemple, type RSA, type revenu universel, etc., eh bien, ça amène forcément à diminuer le bien-être des générations futures, dans le sens où ça diminue les incitations d'une société donnée, par exemple la nôtre, à créer du bien-être pour les générations futures. Typiquement, quand il y a un revenu universel, ça peut très bien inciter certaines personnes à profiter de ce revenu universel sans apporter rien à la société. Donc en fait, ça amène à diminuer les incitations, et une incitation, c'est forcément quelque chose qui est dirigé vers le futur. Une incitation, c'est quelque chose qui pousse un individu à un instant T à agir pour avoir une récompense à l'instant T plus 1. Donc du coup, pour moi, on est en contradiction avec l'ignorance de son époque d'incarnation, puisque on va agir d'une manière qui va diminuer le bien-être des générations suivantes, et même si on simplifie, le bien-être de l'instant T plus 1. C'est-à-dire qu'on dégrade les incitations. D'une certaine manière, ça revient à
privilégier notre époque, l'époque actuelle, au détriment des générations futures. Normalement, si on veut privilégier au maximum les générations futures comme ce qui inciterait réellement l'ignorance de son époque d'incarnation, eh bien on aurait forcément tendance à essayer de maximiser les incitations à tous les instants pour qu'à toutes les époques, les individus soient incités à engendrer du bien-être pour autrui dans le futur. Et le problème, il est à peu près le même avec l'utilitarisme classique. Je rappelle que dans l'utilitarisme classique, la posture éthique, le postulat moral, c'est de dire qu'il faudrait maximiser le bien-être agrégé, c'est-à-dire la somme des bien-être. Et si on reprend un petit peu le concept de plus-value que je propose, ça serait le bien-être net, donc c'est maximiser, on va dire, la plus-value agrégée. Mais déjà, premièrement, la plus-value agrégée, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que ça pourrait très bien inciter une société à faire exploser la démographie, le nombre de personnes vivantes, même si chaque individu est plus malheureux, on aurait un bien-être agrégé qui serait plus élevé. Donc ça, c'est pas cohérent avec le voile d'ignorance. Parce qu'un individu sous voile d'ignorance, il va rechercher à maximiser son bien-être après son incarnation. Donc du coup, il va pas chercher à maximiser la démographie. Donc la maximisation du bien-être agrégé, déjà, ça va pas en termes logiques si on se place du point de vue du voile d'ignorance. Du coup, certains utilitaristes proposent la maximisation du bien-être moyen, dans l'immédiat. J'insiste bien dans l'immédiat, parce qu'en fait, la mesure la plus connue des penseurs utilitaristes, c'est très clairement de prendre aux riches pour donner aux pauvres, avec l'idée que la richesse des plus riches leur apporte moins de bien-être que si elle était redistribuée aux pauvres. Ce qui est vrai. Si on prend 100 euros à un milliardaire, il est probable que ça lui fasse une peine très très faible, voire même qu'il ne s'en rende pas compte, alors que si on donne 100 euros à un SDF, il est très probable que ça va au moins égayer sa journée. Bref, il est vrai que répartir les richesses des plus riches vers les plus pauvres peut maximiser le bien-être moyen à un instant T. Et ça s'explique par ce qu'on appelle l'utilité marginale décroissante du revenu. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt accepté en économie. Néanmoins, pour moi, cela reste incohérent, cela reste illogique du point de vue du voile d'ignorance tel que je vous l'ai expliqué. Et cette incohérence, elle s'explique de la même façon que pour la proposition de John Rawls. Parce que quand on fait ça, prendre aux riches pour donner aux pauvres, peut-être que ça maximise le bien-être moyen, la plus-value moyenne dans l'immédiat, mais à long terme, sur plusieurs générations, ça n'a pas cet effet-là. Bien au contraire, ça peut créer des désincitations, ça peut décourager les personnes à l'entrepreneuriat, à la recherche de la richesse, etc., en sachant qu'ils peuvent être ensuite expropriés et qu'il peut y avoir de la redistribution. Donc du coup, selon moi, c'est pas logique de rechercher la maximisation de la plus-value immédiate. Autrement dit, il n'est pas logique de rechercher la maximisation de la plus-value des seuls individus vivants. Je le répète, pour moi, la seule déduction logique de ce voile d'ignorance, de l'ignorance de son corps d'incarnation et de son époque d'incarnation, c'est la maximisation à long terme, sur de multiples générations, du bien-être net, moyen, des individus. Et enfin, je vais terminer par la proposition libérale. Les penseurs libéraux considèrent qu'il faut respecter l'unanimité, qu'il faut respecter le consentement de tous les individus. Et ça, a priori, ça peut se justifier par le voile d'ignorance, parce qu'il est vrai que si on ignore son corps d'incarnation, eh bien on peut avoir tendance à préférer ne vouloir léser personne, c'est-à-dire ne contraindre personne. Parce que si on accepte une société qui contraint les individus, eh ben ça veut dire que potentiellement on peut s'incarner dans un individu qui aura été contraint, dont le bien-être aura été affecté par la coercition. Donc a priori, ça peut être aussi cohérent du point de vue libéral de défendre que le voile d'ignorance mènerait à un respect de l'unanimité, à un respect du consentement individuel. Mais selon moi, le problème de cette approche libérale, c'est-à-dire d'avoir une posture éthique qui se base sur le respect absolu de l'unanimité, c'est qu'on va porter préjudice au bien-être des générations futures. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le libéralisme, le marché libre, il amène à ce qu'on appelle un optimum de Pareto, il amène à une équivalence entre le revenu des individus
et l'utilité marginale de leur travail, c'est-à-dire des marchandises qu'ils produisent. Donc si on résume et si on simplifie un petit peu, ça veut dire qu'on récompense les individus par un revenu qui est plus ou moins équivalent à l'utilité qu'ils ont causée, à l'utilité qu'ils ont engendrée, qu'ils ont apportée à autrui, qu'ils ont apportée aux consommateurs. Et ça, a priori, sur le plan des incitations, c'est une chose qui est plutôt bonne. On incite les individus à causer du bien-être à autrui. Mais il y a aussi, malheureusement, un gâchis d'incitation. C'est-à-dire que, en réalité, maximiser les incitations, ce n'est pas récompenser les individus à hauteur du bien-être qu'ils ont causé. C'est récompenser à hauteur de la récompense qui était nécessaire pour qu'ils agissent utilement pour la société. Typiquement, récompenser les individus au minimum pour le travail qu'ils ont fourni. Et ensuite, quand il y a un surplus, l'idée c'est de le répartir en proportion de l'effort que les individus ont fourni. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais en gros, l'idée c'est que pour maximiser le bien-être que la société cause, la plus-value que la société engendre, il faut que les individus soient au maximum incités aux efforts utiles, au travail utile. Si on récompense les individus uniquement pour le bien-être, pour l'utilité qu'ils ont causée, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Il y a un gâchis d'incitation. Le respect absolu de l'unanimité à un instant T, c'est-à-dire le respect du consentement des individus qui sont vivants à une époque donnée, ça amène à diminuer le bien-être moyen, la plus-value moyenne des individus des générations futures. Et donc ça, c'est en contradiction avec la logique du voile d'ignorance de John Rawls. Encore une fois, quand on ignore son époque d'incarnation et son corps d'incarnation, on ne va pas rechercher le respect de l'unanimité de la génération présente, on ne va pas non plus rechercher la maximisation immédiate du bien-être net moyen, de la plus-value moyenne, on ne va pas non plus rechercher le bien-être des plus démunis, on va rechercher la maximisation de la plus-value moyenne à très long terme, sur de multiples générations, c'est-à-dire les individus vivants, mais surtout les individus qui ne sont pas encore nés. Et donc pour revenir à la logique libérale, le problème c'est que le fait de respecter le consentement des individus vivants, ça amène à léser les individus qui ne sont pas encore vivants et qui ne peuvent donc pas donner leur consentement. En gros, ça amène à léser les générations futures. Et en fait, c'est ce que je critique dans les 3 alternatives que je vous ai proposées. L'alternative qui est proposée par John Rawls sur la maximisation du bien-être des plus démunis, la proposition utilitariste classique et la proposition libérale. Pour moi, dans les 3 cas, ça amène à léser les générations futures. Et selon moi, la seule manière de ne pas léser les générations futures, c'est de rechercher la maximisation durable de la plus-value moyenne. C'est-à-dire, encore une fois, du surplus de bien-être que la société génère. Et donc pour terminer, ces 3 alternatives, pour moi, elles font l'erreur de se concentrer uniquement sur l'ignorance de son corps d'incarnation, en oubliant l'importance de l'ignorance de son époque d'incarnation. Et cette erreur, elle a été faite par Rawls lui-même, et d'ailleurs c'est assez bizarre parce que Rawls avait bien précisé dans son ouvrage qu'il fallait ignorer son époque d'incarnation, et pourtant il ne l'a pas réellement appliqué dans son raisonnement. C'est pour ça que moi je préfère parler de double voile d'ignorance, pour insister vraiment sur le fait que le voile d'ignorance, c'est pas uniquement ignorer son corps d'incarnation, c'est aussi ignorer son époque d'incarnation, c'est-à-dire ignorer la génération à laquelle on va appartenir, la génération dans laquelle on va s'incarner. Selon moi, l'intérêt général tel qu'il est défini soit par les libéraux, soit par les utilitaristes classiques, soit par John Rawls, c'est dans les 3 cas issu d'un voile d'ignorance qui ne prend en compte que l'ignorance de son corps d'incarnation. Alors que si on ignore aussi sa génération d'appartenance, selon moi, on arriverait à ma conclusion. Mais encore une fois, je suis tout à fait à l'écoute de vos contradictions. N'hésitez pas à me dire si je fais une erreur dans mon raisonnement, si vous n'êtes pas d'accord et pourquoi. Je me ferai une joie de vous répondre. Merci à tous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.